Le Var, terre d'histoire, terre de paysages, où les hommes de la préhistoire nous ont laissé des traces de leur vie, dans le sol enfoui des grottes ou par le marquage symbolique de pierres levées. Gérard Honoratini, archéologue. Né à Marseille en 1949, s'intéresse tout jeune à la préhistoire et à la géologie régionale. Il participa à des chantiers de fouilles du paléolithique ancien et moyen et du néolithique. Après sa rencontre avec le professeur Escalon de Fonton, il orienta ses recherches sur le paléolithique supérieur provençal et vers l'étude des paléo-environnements. Après de nombreuses années d'études, sur le terrain et en laboratoire, nous retournons avec lui sur quelques lieux emblématiques de ses recherches. Le massif de l'Estérel, c'est un massif très particulier de roches cristallines, alors que en Basse-Provence, où je travaillais, nous sommes dans des calcaires, donc la Provence est calcaire. Et cette Provence cristalline, l'histoire commence très tôt, puisqu'on a des roches très anciennes qui résultent de la première formation de chaînes de montagne, le massif hercynien. Ce sont des granites, ce sont des gneiss que l'on trouve dans la région du Rouet ou dans le massif des Morts. Et puis au-dessus de ce socle très ancien qui date de 500 millions d'années, se trouvent donc des roches plus récentes qui constituent le massif de l'Estérel proprement dit. Alors ces roches sont de deux types. Il y a des roches sédimentaires et des roches volcaniques. Alors les roches sédimentaires sont des alternances d'argile, de grès, donc qui se sont déposées dans des bassins, disons, d'érosion, et à la faveur de failles se sont épanchées des roches volcaniques. Et le massif de la Bouverie, donc que nous sommes aujourd'hui en train de découvrir, c'est une coulée volcanique qu'on appelle ininbritique de roches. Et cette roche n'est pas karstifiée, mais à l'occasion des failles et de diaclases, on peut voir à l'intérieur de ces failles, l'érosion a aménagé de petites cavités. Et c'est ces petites cavités qui ont intéressé les chasseurs du Paléolithique supérieur. Voilà donc une grotte où les chasseurs de Gratadis, par exemple, pouvaient venir se réfugier à certains moments. Par exemple, pour chasser le bouquetin. Donc, suivant le type de gibier, on peut aller d'un site à l'autre. Pour commencer, nous allons parler de la grotte de la Bouverie numéro 1. C'est la grotte la plus haute de cet ensemble de cavités. Elle fut découverte en 1966 par François Puc de Livol, qui était de Bagnols-en-Forêt, et elle a été fouillée par le docteur Landrea. Ça, c'est la couche de surface, calcolithique, toujours dans la grotte. Les pointes de flèches. Les pointes de flèches. Pointe de flèche calco et un petit pendentif, et donc une perle, quoi. Un collier, il devait avoir un collier de perles. Hein? Et ça a été trouvé ici. Hein. Ça a été trouvé ici. En 1974, donc, avec Max Escalon de Fonton et Jean da Silva, donc technicien au CNRS, nous avons pris les fouilles dans la grotte de la Bouverie, où nous avons pu définir 3 grandes séquences du Paléolithique supérieur. Les sédiments les plus anciens, qui datent de 24 000 ans, sont essentiellement caractérisés par des pointes de la gravette, d'où le nom de la culture qui a été donnée à ces industries, du gravétien. Au milieu de la cavité, un ensemble un peu plus récent, qui date, alors cet ensemble gravétien de base date probablement de 24 000 ans. On connaît des sites comparables sur l'Italie qui datent donc de ces périodes-là, et notamment la grotte du Cavillon, où récemment on a mis en évidence la sépulture de Madame Cavillon datée de 24 000 ans. C'est un site tout à fait comparable à ce niveau de base de la Bouverie. Alors il y a d'autres petites cavités, la grotte de la Bouverie 2 et la grotte de la Bouverie 3 qui se trouvent plus en descendant le vallon, disons, et qui sont des petites alvéoles aussi. C'était des sites non pas d'habitat permanent, mais où les hommes se cachaient, disons, venaient se cacher pour surprendre leur gibier favori, les bouquetins. Alors vous avez vu que cette grand entablement de rhyolite est coupé par une belle gorge, la gorge du Blavet, hein, ce Blavet qui entaille donc l'entablement de rhyolite, car vous savez que les rivières, au cours du temps,
ont tendance à s'encaisser parce que les niveaux de la mer ne sont pas restés stables, mais ont subi au cours de l'ère quaternaire des variations. Et lorsqu'il y a un épisode glaciaire, la mer descend, et donc le fleuve a tendance à surcreuser, si vous voulez, son lit pour rejoindre le niveau de la mer qui se trouve plus bas. On a trouvé des silex qui venaient du Haut-Var, la Bastide, la roque Bargème, la roque Esclapon, ont donné donc des nombreux nodules de silex, car dans ces régions du Bas-Argent et du massif de l'Estérel, il n'y a pas de rognons de silex. Je vais vous parler donc d'un site de plein air très important, de deux sites de plein air, le site de la Cabre et le site du Gratadis. Alors le Gratadis, comme je vous ai dit, c'est fabuleux parce qu'en 1965, Guy et Matt Girard, à l'occasion de promenades sur la terrasse du Gratadis, ont découvert dans la plantation d'eucalyptus des silex taillés. Et ils avaient donc commencé à constituer une collection de silex. Et ces silex donc étaient chez eux. Et lorsque j'ai commencé ma thèse, j'ai eu la chance de les rencontrer et de pouvoir voir cette collection de silex qui était fabuleuse et qui m'a incité à faire mes premières recherches donc sur le gravétien des stations de plein air. Tout à l'heure, nous étions dans des grottes, maintenant nous sommes dans des gisements de plein air. Alors, le Gratadis, comme la Cabre, sont deux gisements qui se trouvent établis sur des anciennes terrasses du Grenouiller. On trouve dans la vigne de la Cabre des silex taillés. Alors ces silex avaient été trouvés à la Cabre en 1905 par Varaldi. C'était le premier découvreur de silex de la Cabre. Et depuis 1905, il y a eu de nombreuses récoltes. Nous avons décidé d'ouvrir un chantier de fouille sur le site du Gratadis, puisque là, il restait encore beaucoup de paléosols qui protégeaient le site, alors que la Cabre avait été bien abîmée. Nous, on avait la chance d'avoir un paléosol qui recouvrait encore le site et on a pu ouvrir une fouille. L'industrie qui était la plus intéressante, c'est l'industrie qu'il y avait au fond, en dessous du noyau. Il y avait, tu vois, il y avait des industries en rhyolite. Sur la rhyolite là, tu vois. Et ça c'est un couteau à dos. C'est très ancien ça. Ça c'est une industrie qui était à la transition entre le moustérien et le châtel-ferronien, tu vois. C'était quelque chose de très ancien qui était dessous le gravétien à noyau. Par exemple, dans le tumulus de Montrouge, dans le dolmen, il y avait une obsidienne, mais celle-là venait de Lipari, autant que je puisse me souvenir. Maintenant, on va parler du mégalithisme. Alors, le mégalithisme, dans l'Estérel, il y avait des menhirs. Alors, c'est notamment au Vessières, hein, où nous avons fait la tournée de quelques menhirs, là. Alors, il y a 4 menhirs qui avaient été sauvés, grâce à la ténacité des chercheurs locaux. Du Spéléo Club qui avait insisté en disant attention, il y a des monuments qu'il ne faut pas abîmer car il y a eu un lotissement et certains de ces menhirs avaient été déplacés et grâce à la ténacité des chercheurs amateurs, on a pu préserver donc plusieurs de ces menhirs que l'on peut voir maintenant. On a pu aussi se déplacer sur une zone mégalithique voisine des Vessières qui se trouve plus près des carrières d'une roche différente. Alors on voit que cette roche, elle est totalement différente, elle est gris-bleu, c'est ce qu'on appelle le porphyre bleu de l'Estérel. C'est dans la région de la carrière donc du Caus, je crois qu'elle s'appelle cette carrière, en tout cas des Ferrières, car cette roche, si vous voulez, est une roche
qui est beaucoup plus récente que la roche volcanique rhyolitique qui constituait les grottes de la Bouverie. C'est une roche qui date de 30 millions d'années. Les hommes du Chalcolithique sont venus aux environs de cette roche-là et ont dressé un menhir, c'est le menhir d'Erpérone. Ce menhir d'Erpérone, il est intéressant parce qu'on voit que à sa surface, si vous voulez, il y a des éléments de galets qui ont été enlevés du grès et volontairement on a travaillé des cupules. Donc on sent que ce menhir a été volontairement, disons, cupulé. Et on sait que la cupule dans le système mégalithique a une signification, bon, qui m'échappe hein, parce que je ne suis pas spécialiste de ces cultures du Chalcolithique, mais on a perdu un peu la tradition. Mais en tout cas, ce qui est intéressant, c'est que ces menhirs, donc des vessières d'Erpérone, sont associés à des complexes de dolmens. Notamment, il y a le dolmen de Valbonnette. Il y a le dolmen de Montrouge, et de ce fameux dolmen, ou tumulus dolmen, disons, puisqu'il reste le tumulus encore. Alors, quand on fouille ces tumulus, dessous, on s'aperçoit qu'on a les tables, si vous voulez, donc ce qu'on appelle les tables mégalithiques, qui en réalité sont des morceaux de la chambre, si vous voulez, qui sont quelquefois, la chambre est quelquefois détruite, et il va nous rester que les dalles latérales et la dalle de couverture. On peut dire que ces populations chalcolithiques de l'Estérel, entre l'Erpérone, les vessières, les tumulus de Valbonnette, les tumulus de Montrouge, là, avaient un petit ensemble sacré qui leur était particulier, c'était leur territoire. Hein. Comme on a vu ce matin le territoire des chasseurs gravétiens, beaucoup plus ancien, qui était ce territoire où vivaient les bouquetins, et bien là, les Chalcolithiques avaient une zone qui était leur zone, disons, sacrée, funéraire, donc, avec leurs monuments mégalithiques. Voilà.